Jusqu'où un être humain peut-il aller pour atteindre la célébrité? Tous les moyens sont-ils vraiment valables? Pour Luca Magnotta, apparemment oui. L'affaire d'aujourd'hui relate l'histoire du documentaire Netflix Don't Fuck with Cats, qui a choqué le monde lors de sa sortie en 2019. Luca Magnotta voulait la célébrité et a tout fait pour l'avoir. Et, mes chers amis, avant de commencer l'affaire d'aujourd'hui, j'ai un message très sympa à vous transmettre. J'ai déjà présenté sur la chaîne l'histoire du tueur en série Israel Keyes, avec 2 épisodes sur cette affaire. Un épisode est consacré à sa dernière victime, Samantha Koenig, qu'il a laissé congeler 12 jours et dont il a maquillé le visage. Il a pris une photo et l'a envoyée à la famille comme preuve. Un autre épisode retrace toute son histoire, de l'enfance à son arrestation et aux interrogatoires, en évoquant ses crimes de tueur en série. Et pour ceux qui aiment connaître tous les détails d'une affaire, prenez ce conseil. Darkside Books vient de publier un livre rempli d'honnêteté et de précision sur cette affaire. Le prédateur américain, écrit par Maureen Callahan, dresse le profil d'Israel Keyes, tueur méthodique et autoritaire actif, plus d'une décennie, sans éveiller de soupçons. Israël pénétrait dans des propriétés, enlevait ses victimes en plein jour, les torturait, les tuait, puis éliminait les corps en quelques heures. Après tout cela, il reprenait sa vie tranquille d'ouvrier du bâtiment, de mari et de père dévoué. Pendant 14 ans, il voyageait d'une ville à l'autre en avion. Ensuite, il louait des voitures, parcourait des milliers de kilomètres et récupérait ses kits déjà préassemblés pour commettre les crimes. Ces kits étaient, par exemple, des seaux cachés à certains endroits stratégiques dans différentes régions du pays. Et à l'intérieur, il pouvait y avoir des armes à feu, des rubans adhésifs, des attaches, des sacs poubelles et même des produits de nettoyage. L'auteur Maureen s'est plongé dans de nombreuses interviews, rapports et même des dossiers confidentiels pour constituer. Ce dossier très détaillé expose aussi les efforts des autorités pour le capturer malgré les failles de la loi. Le prédateur américain entraîne le lecteur dans une enquête minutieuse, révélant des détails saisissants d'une chasse acharnée pour la justice, avec une narration captivante et riche en rebondissements. Je recommande vivement ce livre, même à ceux qui connaissent déjà l'histoire. J'aurais aimé l'avoir avant de présenter l'affaire sur la chaîne, car les détails présents ici sont à couper le souffle pour tous. En décembre 2010, une vidéo intitulée « Un garçon et 2 chatons » a été postée sur Facebook. La vidéo montre un jeune homme, alors non identifié, mettant 2 chats dans un sac en plastique. La vidéo a été rapidement supprimée, mais les dégâts en ligne étaient déjà faits. Certaines personnes avaient alors déjà copié le contenu et le monde entier a été choqué par une telle cruauté. Rapidement, des groupes de protection des animaux se sont mobilisés pour tenter d'identifier le responsable. Le travail des activistes a été vraiment douloureux. Ils ont dû regarder la vidéo plusieurs fois, ce qui n'a pas été une tâche facile afin de pouvoir analyser tout ce qui était possible. Depuis le type de lit, la table dans le coin de la chambre, le modèle de la poignée de porte, jusqu'au motif de la lampe et de la prise électrique. Ils ont tout fait pour essayer d'identifier le criminel et ils y sont parvenus. Un dossier sur un jeune homme appelé Luca Rocco Magnotta a été constitué et remis à la police, qui de son côté n'a rien fait dans un premier temps, car il pensait que ces documents devaient être analysés avant qu'ils ne prennent une quelconque mesure. Les militants luttaient trop contre la montre, car cette fois-ci, il s'agissait d'animaux. Mais que très probablement, à l'avenir, cela pourrait être une personne. Avant de poursuivre cette chasse à Luca Magnotta, nous devons d'abord savoir qui est ce jeune homme. Luca Rocco Magnotta est né sous le nom d'Eric Clinton Kirk Newman, le 24 juillet 1982, à Toronto, au Canada. À l'époque, ses parents Donald Newman et Anna Yurkin n'étaient que des adolescents, âgés respectivement de 17 et 16 ans. Ils se sont rencontrés jeunes et sont tombés amoureux, mais la grossesse d'Anna était accidentelle, ce qui a bouleversé la vie du couple. Avant même que la mère de Luca ne termine le lycée, le couple a emménagé chez les parents de Donald et après cela, ils se sont mariés. Avec le temps, le couple a eu encore 2 autres enfants.
Donald a commencé à avoir de sérieux problèmes avec l'alcool et en plus à adopter des comportements difficiles à gérer. Ce qui s'est avéré plus tard être le résultat d'un tableau de schizophrénie paranoïde. De l'autre côté, Anna a commencé à présenter des signes de germophobie, qui est la peur, l'aversion des germes, ce qui entraînait une compulsion obsessionnelle pour le nettoyage. Des tensions ont alors commencé à apparaître dans le mariage, ce qui a abouti au divorce du couple après un peu plus de 15 ans ensemble. Le divorce a poussé Anna et ses enfants à déménager à Lindsay, en Ontario où vivait sa mère. À la fin des années 90, pendant son adolescence, Lucas a commencé à afficher des traits et des comportements plus féminins, ce qui faisait de lui une cible de harcèlement à cause de sa différence perçue par les autres, ainsi que pour les histoires incroyablement mensongères qu'il racontait pour attirer l'attention. Certains disaient que Lucas racontait ses histoires avec tellement de crédibilité qu'on aurait dit qu'il ne pouvait pas distinguer la vie réelle des histoires là qu'il inventait. Lorsqu'il a terminé l'école en 2001 à 19 ans, il est retourné seul à Toronto pour tenter de mener une vie indépendante. Là-bas, il a pris plusieurs noms, a commencé à jouer dans des films pour adultes destinés au public gay, en plus de travailler comme escorte professionnelle et stripteaseur. En 2005, il a posé pour le magazine de divertissement Fab Magazine, sous le nom de Jimmy. En 2006, il a légalement changé son nom d'Eric Clinton Kirk Newman en Luca Rocco Magnotta, mais il continuait à utiliser des pseudonymes comme Jimmy et aussi Vladimir. Peu de temps après cela, il a décidé qu'il ferait tout pour devenir une célébrité. Il a entamé des chirurgies esthétiques pour valoriser ses traits, estimant que c'était l'aspect le plus important chez une personne. Il s'est également inscrit à plusieurs émissions de télé-réalité, mais à chaque fois, il n'a jamais dépassé la phase initiale. Lucas consacrait une grande partie de son temps à Internet, plus précisément aux réseaux sociaux. Il a créé de nombreux faux profils, atteignant plus de 50 rien que sur Facebook et plus de 20 sur des sites de forums et de discussions. Tous avec le même objectif, répandre des rumeurs et des histoires qui parlaient de lui-même. Parmi ces histoires, celle qui a le plus attiré l'attention était celle qui a commencé à circuler en 2007, dans laquelle il était dit qu'il avait une relation avec Karla Homolka. Karla Homolka, tueuse en série, a été arrêtée au Canada avec son mari Paul Bernardo en 1993. Ils sont connus comme le couple de tueurs en série Barbie et Ken. Après que tous les deux ont ôté la vie à 3 jeunes filles, dont l'une était la propre sœur de Karla, elle a décidé d'aller à la police pour conclure un accord. En échange de fournir les informations dont la police avait tant besoin dans la recherche du tueur en série qu'ils cherchaient, mais dont ils n'avaient aucune idée de l'identité. Elle a alors déclaré que le responsable de tous les crimes était son mari et qu'elle avait participé aux actes parce qu'elle subissait ces menaces. Le problème dans ce cas et dans cet accord, c'est qu'elle s'est présentée comme une victime. Mais tard, après enquête, il a été découvert non seulement qu'elle était complice, mais aussi probablement la commanditaire de l'un des crimes. L'accord était déjà conclu. Karla a été emprisonnée 12 ans et libérée en 2005. J'ai déjà présenté cette affaire ici sur la chaîne, il y a quelques mois. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette histoire, le lien se trouve ici sur la fiche ainsi que dans la description. Donc depuis qu'elle est sortie en 2005, et maintenant qu'on arrive en 2007, cette rumeur selon laquelle Lucas aurait une relation avec elle a commencé à se répandre. Et cela lui a permis d'atteindre un peu son objectif, qui était de se faire remarquer. Lucas a donné une interview au Toronto Sun à propos de cette relation, mais il a démenti toutes les rumeurs. Ces rumeurs ont détruit ma vie et je veux être clair, il n'y a rien entre elle et moi. J'ai reçu des menaces de mort, mon adresse a été divulguée, j'ai dû déménager. Je suis presque en train de craquer, ma réputation est en train de s'effondrer. À la personne qui fait ça, s'il vous plaît, arrêtez. Aujourd'hui, on sait que les rumeurs ont été inventées par lui-même, en utilisant plusieurs de ses faux comptes. Ce qu'il voulait, c'était de la notoriété et, d'une certaine manière, il y arrivait.
Cependant, ce n'était pas encore tout à fait comme il en rêvait. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés au cruel décembre 2010, lorsque, utilisant à nouveau l'un de ses faux comptes, Lucas a publié la vidéo des chats, qui a rapidement choqué le monde. Le 21 décembre 2010, en utilisant un profil appelé « You only wish 5 cents » ou « Tu ne fais que souhaiter 500 ». Lucas a posté sur Facebook la vidéo où il met les petits animaux dans un sac et utilise un aspirateur pour créer un vide. À cause de cette vidéo, un groupe appelé « Trouver l'aspirateur de chatons pour la grande justice » a été créé sur Facebook. Ou, en français, quelque chose comme « Trouver l'aspirateur de chatons pour la véritable justice ». Ce groupe a été créé aux États-Unis et comptait initialement un peu plus d'une centaine de personnes. Les membres ont commencé à essayer de trouver le responsable, qui était insulté de toutes les manières possibles dans les commentaires. Comme je l'ai dit précédemment, les personnes de ce groupe ont tout fait pour essayer d'identifier le criminel. Cette personne, jusqu'alors inconnue, pouvait se trouver n'importe où dans le monde. Ils ont analysé des indices dispersés dans la vidéo comme le type de lit, la table dans le coin de la chambre, la poignée de porte, le type d'ampoule, la prise électrique, la langue de la conversation en arrière-plan, qui en réalité était un enregistrement d'une émission de télévision. Il y avait beaucoup de choses et tout a été observé. Quelques jours plus tard, l'un des membres de ce groupe a publié une vidéo au sein de cette communauté, où sur les images, la personne du premier enregistrement jouait avec les chats déjà sans vie. Et, avec le lien de la vidéo, un autre lien menait à une photo. Cette photo montrait Lucas tenant un chat, mais le visage de Lucas était flouté. Autrement dit, la personne responsable de la vidéo avec les chats, dont il ne connaissait toujours pas l'identité, faisait partie du groupe. Dans cette deuxième vidéo, il était possible de remarquer plus de détails, comme un paquet de cigarettes. En raison des différentes lois de chaque pays, chaque juridiction a sa propre législation pour autoriser la commercialisation des cigarettes. Et c'est pourquoi les étiquettes des paquets sont toujours différentes. Donc, il était essentiel d'identifier de quelle cigarette il s'agissait. Ils ont également vu un aspirateur jaune qui a été identifié comme un Kenmore Canister modèle 7212608-2. Et le détail, c'est que ce modèle n'était vendu qu'en Amérique du Nord, c'est-à-dire au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Un autre groupe d'activistes pour les droits et la protection des animaux, connu sous le nom de Rescue Inc., a fini par recevoir l'une des vidéos par l'intermédiaire de l'un des membres du groupe. Et les membres de Rescue Inc. étaient indignés. Ils se sont également mobilisés pour retrouver le responsable, allant jusqu'à offrir une récompense de 5 000 $ pour toute information valable. Et avec cela, le groupe a explosé. En seulement quelques semaines, il est passé de un peu plus de 100 personnes à plus de 15 000. À partir de là, ce fut une série de nouvelles vidéos cruelles, toujours postées soit par des profils différents de certains membres du groupe. Mais tout le monde savait que les publications étaient faites par la même personne, le criminel. Toute la recherche en ligne du responsable a eu lieu au cours des années 2011 et 2012. Et elle était racontée en détail dans la série de Netflix, intitulée « Ne foutez pas avec les chats ». Il raconte tout, détail par détail. Je vous recommande vivement de regarder la série pour voir à quel point c'est incroyable ce que ces personnes ont réussi à découvrir et comment elles y sont parvenues. D'ailleurs, ce sont ces mêmes personnes qui ont découvert qui était Lucas Magnotta, et que plusieurs des photos qu'il publiait sur ses réseaux sociaux et dans des dizaines de groupes de fans fictifs créés par lui-même étaient des montages. Lucas avait des photos dans des situations de voyage et de luxe, alors qu'en réalité, c'était simplement son visage superposé sur des photos de personnes ordinaires trouvées sur Internet, y compris des photos sensuelles qu'il publiait en prétendant qu'elles étaient les siennes. Mais ce qui a vraiment convaincu ce groupe, c'est une photo de Lucas portant un manteau bleu, du même modèle que celui qu'il portait dans les vidéos.
Et ils ont aussi découvert que plusieurs photos originales de Lucas avaient été prises à Toronto. Un dossier sur lui a été constitué et remis à la police canadienne qui, de son côté, n'a rien fait, pensant que ces documents devaient en être analysés. En raison du grand nombre de personnes déjà présentes dans le groupe et du retard de la police à leur donner une réponse, les membres ont commencé à diffuser dans les médias le nom de Luca Magnotta, associé comme le suspect des atrocités contre les animaux. Son nom figurait sur de nombreux sites et journaux. Et comme il n'y avait aucune certitude que Lucas était vraiment le responsable, ces personnes faisaient des associations. Lucas s'est senti en droit, en 2011, de chercher un avocat. L'avocat Romeo Salta a reçu Lucas dans son cabinet après un appel insistant, disant qu'il devait lui parler d'urgence, car c'était une question de vie ou de mort, et que ça devait être lui à cause des recommandations qu'il avait reçues. Roméo dit qu'il n'oubliera jamais la première chose que Lucas lui a dite dès qu'il l'a rencontré en personne. Waouh, vous ressemblez à Michael Douglas. Après s'être mieux présenté, Lucas a expliqué toute la situation. Il m'accuse d'avoir tué un chat, sauf que je ne l'ai pas tué. Non, enfin, je l'ai tué, mais ce n'était pas volontaire. J'ai été forcé de faire ça. Je suis un garçon de programme et un de mes clients s'appelle Emmanuel Lopes, mais moi je l'appelle juste Manny. Il est obsédé par moi, il me poursuit, me menace et m'oblige à faire des choses horribles. Je ne peux pas aller à la police parce qu'il sait tout sur ma vie, et s'il découvre que je mets la police à ses trousses, il pourrait faire quelque chose de pire à moi ou à ma famille. Après être parti, et encore le même jour, Lucas a envoyé un email à Roméo avec une liste de choses absurdes que Manny lui avait déjà faites subir et l'avait obligé à faire. Il a affirmé que Manny l'avait torturé avec des fils électriques et transpercé de crayons. Il l'a obligé à manger des vers de terre, à avoir des relations avec des animaux. C'était des situations de pire en pire. Après cet email, Lucas n'a plus jamais repris contact. Ce qui était étrange lors de cette rencontre, c'est que Lucas ne voulait pas aller à la police pour que cela s'arrête. Mais il cherchait un avocat pour se défendre des accusations sur Internet. L'objectif de cette rencontre n'était pas clair pour Roméo. Mais gardez cette information concernant la visite de Lucas spécifiquement à cet avocat, Romeo Salta, et le nom que Lucas a donné, Manny. Parce que dans un instant, vous allez comprendre comment tout cela était des indices, intentionnels ou non, laissés par Lucas lui-même. Attendez, vous allez bientôt comprendre. Le 3 décembre 2011, le journal The Sun de Londres a publié un article qui a été largement diffusé en Angleterre. Et il portait le titre « Attraper le malade qui a nourri un python avec un chaton ». Quelques semaines plus tard, un journaliste du Sun, également de Londres, nommé Alex West, a reçu un message d'un compte Facebook apparemment faux, disant quelque chose comme ça. La personne que vous cherchez en rapport avec la vidéo des chats se trouve en ce moment à Londres. Il s'appelle Luca Magnotta et il séjourne à l'hôtel The Fusilier Inn. Le journaliste s'est rendu sur place et a attendu à la réception avec un autre journaliste, comme s'ils attendaient quelqu'un pour un rendez-vous. Mais en réalité, ils attendaient que Lucas passe par là pour l'aborder par surprise. Ils sont restés là pendant quelques heures, jusqu'à ce que Lucas arrive. Et sans qu'il le sache, Alex enregistrait cette rencontre. Lucas, pouvons-nous parler? Je suis le journaliste du The Sun. Que fais-tu à Londres actuellement? Je suis ici à cause du harcèlement. Quel harcèlement? Je reçois des menaces de mort. Ils disent quoi? Tout ce que tu peux imaginer, qu'ils vont m'attraper, me tuer. Pourquoi? À cause des histoires qu'ils inventent partout. Mais beaucoup de gens disent que ce type sur cette photo est responsable d'avoir tué les chats dans les vidéos sur YouTube. Ce n'est pas toi sur cette photo? Non, ce n'est pas moi. Mais ça te ressemble beaucoup. Ce n'est pas moi. On abuse de Photoshop aujourd'hui. Ils me tendent un piège. Ce n'est pas évident. Pourquoi feraient-ils ça? Quelqu'un veut se venger de toi? Beaucoup de gens. Qui? Je ne veux pas en parler. Eh bien,
Il semble que nous n'allons rien obtenir. Je ne pense pas. Bonne journée. Peu de temps après, Alex a reçu un email très étrange d'un expéditeur nommé John Kilbride. Eh bien, je dois vous dire au revoir pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas. Dans un avenir très proche, vous aurez de mes nouvelles à nouveau. La prochaine fois, les victimes ne seront pas de petits animaux. J'enverrai une copie de ma prochaine vidéo. Tu es dit faire de fumer, car on peut arrêter de fumer. Après avoir tué et goûté à cela, il est impossible d'arrêter. Le désir est trop fort pour arrêter. La partie la plus amusante dans tout ça, c'est de voir des millions de personnes devenir en colère et frustrées parce qu'elles n'arrivent pas à m'attraper. C'est pour ça que j'aime tout ça, le facteur de risque. C'est amusant de voir les gens travailler autant, rassembler des preuves, et ensuite ne pas être capable de m'identifier ou de m'attraper. Tu vois, je gagne toujours, j'ai toujours un atout, et je continuerai à faire plus de films. La prochaine fois que tu entendras parler de moi, ce sera dans un film que je produis et qui aura quelques humains, pas seulement des chatons. Eh bien, c'était amusant de jouer avec tout le monde. Alors, passe un joyeux Noël et une bonne année. Je sais que je vais m'en sortir indemne de tout ça. Génial. Signé John Kilbride. Cette personne, John Kilbride, ou aujourd'hui celui que nous savons être Luca Magnotta, ne mentait pas. Sa vidéo suivante ne montrait effectivement pas de chat, mais une personne, un étudiant universitaire de 33 ans, nommé Junlin. Le 25 mai 2012, une vidéo de 11 minutes intitulée « One Lunatic, One Ice Pick » a été postée sur un site appelé bestgore.com, ou un fou et un pic à glace. Dans cette vidéo, il y avait un jeune homme nu, attaché à un lit et frappé 3 fois avec un pic à glace. Si les vidéos de chat avaient déjà choqué Internet, ce que cette vidéo a provoqué était indescriptible. Les groupes qui cherchaient tant déjà Lucas ont envoyé cette nouvelle vidéo à la police locale, car ils ont remarqué des similitudes entre cette vidéo et les précédentes. La police, encore une fois, n'a pas lancé de poursuite, car elle devait analyser. La victime dans cette vidéo était Junlin, un étudiant chinois de 33 ans à l'université Concordia à Montréal. Junlin déménageait à Montréal pour étudier l'informatique. C'était quelqu'un de très timide, réservé mais positif et amical. Il était aussi dévoué, utilisant son temps libre à l'université pour travailler comme caissier dans un magasin, et il prenait aussi des cours de français. Junlin était gay mais pas ouvertement, car il avait peur de la réaction de sa famille. D'ailleurs, la liberté dont jouissent les personnes de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, intersexe et asexuelle, plus pour être elle-même au Canada, a été l'un des grands attraits qui ont poussé le jeune homme à quitter la Chine et à venir étudier dans ce pays. Son rêve était de rester dans le pays et d'ouvrir sa propre entreprise, mais ce rêve a été interrompu lorsqu'il a rencontré Luca Magnotta via un site de petites annonces appelé Craigslist. Craigslist est un site où l'on peut tout trouver. Des produits, des services, des annonces d'adoption d'animaux perdus et retrouvés, ainsi que des rencontres. Le 24 mai, à 9h39 du matin, une annonce pour un film a été publiée sur ce site. Je cherche un gars sexy qui serait intéressé à devenir acteur dans un film amateur que je réalise. Ayez entre 18 et 35 ans et une bonne apparence. Je fais un film pour moi, pour m'amuser, donc je ne vais rien te payer. Si tu es intéressé, envoie-moi une photo de ton visage et une de ton corps. N'oublie pas, sans photo, pas de réponse. Et je ne cherche pas de sexe, encore moins du sexe oral. Junlin a accepté cette invitation et après cela, il n'a plus jamais été revu. 4 jours plus tard, le 28 mai, le concierge d'un immeuble à Montréal appelé Mike Nadeau a vu une valise cadenassée dans les ordures à l'extérieur du bâtiment. Et en s'approchant, il a senti une odeur nauséabonde, très forte, ce qui lui a donné la certitude qu'il y avait un animal mort à l'intérieur. Il a alors décidé d'ouvrir la valise et, au milieu de nombreuses mouches et larves, Mike a vu un torse complètement transpercé. Il a immédiatement appelé les autorités.
À l'endroit où la valise a été trouvée, il y avait 33 sacs poubelles et la police a décidé de les ouvrir un par un, dans l'espoir de trouver un indice. Au milieu de tout cela, ils ont trouvé diverses choses, mais certaines d'entre elles allaient être fondamentales dans cette enquête. Une couette tachée, une bouteille de vin, un tournevis noir qui avait été peint en gris ou en argent pour ressembler à un casse-glace. Un couteau également taché, une scie électrique, des papiers découpés qui étaient pans des factures domestiques et une copie d'un permis de conduire de l'Ontario au nom de Luca Magnotta. Les factures étaient en tête également à son nom et comportaient une adresse, et cette adresse correspondait à un appartement du même immeuble où tout ce matériel a été retrouvé. La première pensée de la police a été « La victime s'appelle Luca Magnotta ». Mais est-ce que c'était vraiment son intention ? Faire croire à la police qu'il avait été tué par des haineux pour que ainsi il puisse commencer une nouvelle vie avec une nouvelle identité ? Ou voulait-il laisser clairement entendre que l'auteur de tout cela était Luca Magnotta ? En analysant les images des caméras de l'immeuble, la police a trouvé plusieurs choses. Et je vous demande de prêter une grande attention à tous les détails qui vont être racontés maintenant. Le 24 mai 2012, à 22h16, Luca et Junlin sont vus entrant dans l'immeuble, Luca portant une chemise blanche et Junlin une chemise jaune. À 2h06 du matin, déjà le 25, Luca est vu quittant l'immeuble en portant la chemise jaune de Junlin. Il reste dehors pendant 7 minutes, revenant à 2h13 portant un sac blanc. Et à ce retour, quelque chose de dérangeant est remarqué. Luca s'arrête devant le miroir du hall d'entrée et se regarde, arrangeant ses cheveux, observant son corps jusqu'à se trouver parfait, puis il sort. Après cela, il apparaît plusieurs fois dans la zone des ordures de l'immeuble, apportant toujours des matériaux à jeter. La première apparition a eu lieu à 2h47 lorsqu'il apporte quelques vêtements, puis à 2h52 lorsqu'il apporte un seau de déchets. Et dans ce seau, il y avait divers matériaux comme des plastiques et des papiers. Puis à 4h02 du matin, avec plus de déchets dans un petit seau et une boîte à pizza en plus, qu'il met finalement dans un conteneur de recyclage. À 6h07, un employé de l'immeuble arrive pour nettoyer l'endroit et enlève les déchets, emportant tout à l'extérieur. À 7h43, Luca est vu en train de sortir de l'immeuble et il revient à 8h48 avec une énorme valise. À 13h09, Luca revient pour jeter encore des déchets dehors. Ce sont 2 peintures dans un seul cadre, et ce qui est étrange à ce moment-là, c'est qu'il porte des gants en plastique. De nouveau à 17h12 avec différents vêtements comme des pantalons et des vestes, encore une fois à 21h53 avec encore plus de vêtements. Mais cette fois, Luca porte une casquette, mais on pouvait voir que ses cheveux étaient plus courts, presque rasés. Pendant qu'il jette les matériaux, il prend un papier dans la poche d'une veste et vérifie le contenu. On ne peut pas savoir s'il voulait s'assurer qu'il n'y avait rien de compromettant là-dedans ou s'il voulait être certain que quelque chose d'important s'y trouvait. Après s'être assuré, il pousse tout dans le tunnel et s'en va. À l'aube du 26, à 5h47 du matin, on le voit de nouveau jeter d'autres choses à la poubelle. L'un des objets semble être un lecteur disque vidéo numérique et, cette fois, il portait un t-shirt noir de Mickey. À 16h46, on le voit entrer dans l'immeuble avec la même chemise. Mais ses cheveux étaient à nouveau longs, comme la nuit où il a été vu avec Junlin. Autrement dit, ses cheveux étaient une perruque. À 17h14, il est vu quittant l'immeuble avec une valise et montant dans un taxi. Après cela, Luca n'apparaît plus sur aucune image de l'immeuble. Toutes ces analyses ont été faites le 28, qui était un lundi.
Et ce même jour, à 6 heures du soir, le Parti conservateur canadien, à Ottawa, a reçu un petit colis qui dégageait une forte odeur. Quand ils l'ont ouvert, ils ont vu qu'il y avait un pied gauche à l'intérieur. Un autre colis similaire a été envoyé au siège du Parti libéral canadien, également à Ottawa. Mais cette fois, il y avait une main gauche. Les matériaux étaient enveloppés dans du papier de soie rose et accompagnés de billets. Avec le pied gauche envoyé au Parti conservateur, un billet citant le Premier ministre et sa femme disait « Stephen Harper et Lorraine Teske sauront à qui il appartient ». Ils ont vraiment tout gâché. Avec la main gauche envoyée au Parti libéral, il y avait un billet qui disait « Vous devez parler à Lorraine Teske et à sa famille ». Beaucoup à cacher. J'ai trouvé cette information sur les billets, sur plusieurs sites et dans quelques documentaires. Cependant, dans le documentaire de Netflix et dans quelques autres rares sources d'informations, il ne mentionne qu'un seul billet qui a été envoyé au Parti conservateur. C'était un poème rimé en anglais, mais qui ne rime pas en français. Le poème était « Roses are red, violets are blue ». La police aura besoin de dossiers dentaires pour t'identifier, salope. Ce qui, en français, me signifie « les roses sont rouges, les violettes sont bleues ». La police aura besoin de dossiers dentaires pour t'identifier, salope. La police a vérifié grâce à l'étiquette des colis que le matériel avait été posté le 25, le vendredi précédent, à Montréal. Et ils ont découvert que l'agence d'envoi était une unité située à l'intérieur d'une pharmacie qui possédait également des caméras de sécurité. L'enregistrement complet du 25 a été analysé et, à la fin de la journée, à 19h16, on peut voir Luca se diriger vers le point de dépôt. Cela explique pourquoi le matériel a été posté le vendredi sans que personne ne remarque le contenu à cause de l'odeur, puisque ce jour-là, le matériel n'avait encore aucune odeur. Et la raison pour laquelle il n'est arrivé que le lundi. Comme il a été posté le vendredi après 19h, la collecte de la journée était déjà passée. En analysant l'appartement où Luca vivait, ils ont d'abord constaté que tout était très propre, mais l'odeur de produits chimiques était extrêmement forte. Ils ont décidé d'assombrir l'endroit pour utiliser le luminol et, en allumant la lampe, ils ont comparé l'endroit à une boucherie. Dans l'armoire de la chambre, les policiers ont également trouvé une phrase intrigante écrite à la main. « Si tu n'aimes pas ton reflet, ne te regarde pas dans le miroir, moi, ça m'est égal. » À ce moment-là, ils savaient bien déjà qui était le suspect. Parce qu'avec les images des caméras, ils ont retiré Luca du statut de victime et l'ont placé comme personne d'intérêt. Mais ils n'avaient pas encore identifié qui était la véritable victime. Sauf que, le mardi 29, la police a reçu un signalement disant qu'un jeune homme nommé Jun Lan avait disparu. La police s'est rendue à son appartement, a prélevé des échantillons d'acide désoxyribonucléique sur des objets comme sa brosse à dents et, grâce à des analyses, ils ont confirmé que ce qui avait été trouvé dans l'appartement de Luca et les parties disséminées dans la ville appartenaient en tout à Junlin. L'autopsie a révélé que son corps contenait de l'oxazépam, un sédatif, et que la même substance avait été identifiée dans la bouteille de vin retrouvée dans la poubelle. Le médecin légiste suppose que Junlin était inconscient et, au moins, qu'il n'a rien ressenti pendant les actes. Comme je l'ai dit précédemment, les dernières images de Luca ont été capturées à 1h17 et 14 secondes où on le voit tenant dans une valise et montant dans un taxi. La police était donc certaine qu'il s'apprêtait à voyager. Mais vers où ? Ils ont alors contacté l'aéroport de Montréal pour avoir accès aux images enregistrées à partir de 17 heures afin de voir s'ils pouvaient peut-être le retrouver. Et, en fait, ils y sont parvenus. Luca se rendait dans un autre pays en Europe. Un mandat d'arrêt a été émis et une chasse internationale ne faisait que commencer. À l'aéroport, Luca Magnotta a été aperçu à plusieurs endroits.
Il marche calmement dans tous les couloirs, enregistre sa valise au comptoir de la compagnie aérienne, se dirige vers la zone d'embarquement, passe tranquillement le contrôle de sécurité et se rend finalement à sa porte d'embarquement. En analysant les horaires et la porte d'embarquement, on a constaté que Lucas se rendait à Paris. Et grâce à cela, la police canadienne contacte la police française, ce qui fait que Lucas est immédiatement inscrit sur la liste des personnes recherchées par Interpol. Mais rappelons-le, ces analyses quand étaient en cours à la fin avril, début mai déjà, et le voyage de Lucas a eu lieu le 26. Et à cause de cela, il est passé sans aucun problème par le guichet de l'immigration internationale de l'aéroport de Paris. Sur les images extérieures de l'aéroport en France, on voit Lucas prendre un taxi. Les policiers ont réussi à identifier le chauffeur qui a déclaré avoir emmené le passager jusqu'à un hôtel appelé Novo Hotel. D'après les images de vol du Novo Hotel, Lucas est arrivé le 27 à 13h54. Sa réservation n'était que pour une seule nuit, mais mystérieusement, Lucas n'y a pas dormi. Au milieu de la nuit, il est parti avec sa valise et s'en est allé. Il n'a pas pris de taxi, il est parti à pied jusqu'à un endroit où les caméras ne pouvaient plus l'enregistrer. Après cela, il a disparu. La police canadienne collaborait étroitement avec la police française. Ainsi, ils ont signalé que la carte de Lucas avait servi à un retrait à un distributeur de la place de Clichy. Cette nuit-là, en vérifiant les images, il était bien là. Avec cette situation impliquant Interpol et l'avis qu'un Canadien se trouvait sur le territoire français, le visage de Lucas a commencé à apparaître partout. Non seulement la France, mais pratiquement toute l'Europe savait déjà qui il était. Lucas a commencé à être appelé le boucher de Montréal, car ils ont pris en compte la scène horrible qui a été découverte dans son appartement au Canada. À ce moment-là, une personne nommée Jean-Christophe s'est présenté au commissariat pour témoigner, disant qu'il avait rencontré un jeune homme nommé Lucas qui était venu chez lui pour un rendez-vous et qui ressemblait beaucoup à la personne montrée à la télévision. Jean a dit à la police que Lucas lui avait dit qu'il séjournait au Novo Hotel. Et cette information a donné beaucoup de crédibilité à son témoignage, car le nom de l'hôtel n'avait été divulgué nulle part. Comment est-ce qu'il est entré en contact avec toi? Le premier contact a été fait via le site Planète Roméo, un site de rencontre. J'ai reçu un message privé, si je ne me trompe pas, qui disait « Bonjour, je m'appelle Lucas et je suis à Paris. Tu veux qu'on se rencontre ?» On a commencé à échanger quelques messages, jusqu'à ce que je l'invite chez moi. De quoi avez-vous parlé? Des sujets variés, on faisait connaissance. Il a dit qu'il venait d'arriver à Paris, qu'il était au Novo Hotel. J'ai trouvé étrange qu'il ait une valise parce qu'il aurait pu la laisser à l'hôtel, mais ensuite il a dit qu'il changeait d'hébergement. Une conversation un peu étrange, mais à part ça, il a été courtois, poli. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Rien. Rien? Rien, je suis allé me coucher. Et il est parti? Non, il a dormi dans le salon. Vous n'avez eu aucune relation sexuelle? Non. Il est resté jusqu'au matin. Nous avons pris le petit déjeuner, puis il est parti. Vous avez communiqué en dehors du site, par téléphone par exemple? Oui. Tu as son numéro? Oui, je l'ai. Les policiers ont découvert où le téléphone avait été acheté, dans un magasin de la région de Porto de Bagnolet. Et la police est allée d'hôtel en hôtel dans cette zone, en demandant des informations sur Lucas. C'est ainsi qu'ils sont arrivés au Souman Hotel, un hôtel très simple, de ceux qu'on trouve dans les quartiers. En montrant une photo de Lucas au réceptionniste, l'employé a confirmé sans souvenir que Lucas avait loué une chambre pour 8 nuits et qu'il était probablement encore à l'hôtel. Sauf que la réservation n'était pas à son nom, mais au nom de Kirk Tramiel. Et mystérieusement gardez aussi cette information, car c'est encore un de ces indices, intentionnels ou non, laissés par Lucas. Jusqu'à présent, nous avons le choix de cet avocat, Romeu Salta, le nom de l'agresseur, Mani, et maintenant Kirk Tramiel. Quand les policiers sont entrés dans la chambre pour l'arrêter, Lucas avait disparu.
Ils n'ont trouvé que sa chemise, celle de Mickey, accrochée dans l'armoire. Ils ont aussi trouvé une valise vide et, dans la salle de bain, sa carte d'étudiant de l'Université de Toronto. Donc, en réalité, il laissait vraiment des traces et jouait pratiquement avec la police, essayant de montrer qu'il avait toujours une longueur d'avance. Le 4 juin 2012, cela faisait déjà 5 semaines qu'il avait quitté le Canada. À Berlin, en Allemagne, le propriétaire d'un cybercafé nommé Kadir Anlaizli lisait son journal comme il le faisait chaque matin. Et encore une fois, le visage de Lucas était affiché là, dans un article dont il connaissait déjà le sujet, recherché par Interpol. Mais incroyablement, Lucas venait tout juste d'arriver. Il a demandé un ordinateur pour 10 minutes. Kadir a agi normalement et a libéré une des machines. Quelques minutes plus tard, Kadir a fait semblant de nettoyer les ordinateurs à côté et, discrètement, il a regardé l'ordinateur que Lucas utilisait. À ce moment-là, il consultait le site d'Interpol, regardant sa propre fiche de recherche. Discrètement, Kadir est sorti du magasin pour voir si une voiture de police passait, et par chance, il y en a eu une. Et regarde la chance. Le véhicule de police, en fait, était une fourgonnette avec des officiers en formation. Il y avait à ce moment-là 7 policiers, un instructeur et 6 agents. Kadir a arrêté la fourgonnette et a parlé avec eux. Tous les officiers sont entrés calmement dans le cybercafé et quelques secondes plus tard, Luca Magnotta était déjà menotté, escorté jusqu'au véhicule par 7 policiers. L'Allemagne était prête à l'extrader, mais pendant plusieurs jours, ils sont restés dans l'impasse car ils ne voulaient pas mettre Lucas dans un vol commercial. Il aurait facilement été reconnu, et cela aurait pu provoquer la panique ou la révolte parmi les passagers. Finalement, il a été décidé qu'un avion canadien escorté par l'armée du pays irait en Allemagne uniquement pour récupérer Lucas et revenir. Lucas est resté détenu à Berlin jusqu'au 18 juin, date de son expulsion officielle. Il est arrivé à Montréal le 19, et l'interrogatoire a été considéré comme court, comparé à tant d'autres qui durent 9-12 heures, par exemple. Son interrogatoire n'a même pas duré 2 heures, et il refusait de répondre à pratiquement toutes les questions. Il ne regardait pas l'interrogateur et son corps alternait entre détente et tremblement. Le sergent Antonio Paradiso était l'officier responsable de son interrogatoire. Bonjour Lucas. As-tu bien dormi la nuit dernière? Regarde-moi, sinon je vais croire que tu n'es pas attentif. Tu as honte de moi ou quelque chose comme ça? D'accord, Lucas, vois ça. Je ne suis pas là pour parler de l'affaire, d'accord? La raison pour laquelle tu es ici, c'est parce que quelque chose a mal tourné et tu as été... Je veux juste garder le silence sur toute question qui pourrait être posée. Je ne veux rien dire, sur rien. Tu ne parles pas par peur. Je veux juste rester silencieux. D'accord. Ça pourrait être l'un des jours les plus importants de ta vie, non? Beaucoup d'événements ont eu lieu depuis fin mai. Nous n'avons pas besoin de savoir si tu l'as fait ou pas. Puis-je prendre un pull ou une couverture? J'ai très froid. D'accord, on va régler ça. Quelques minutes plus tard, Lucas, je sais que tu es émotif. Tu as pleuré dans l'avion, donc une partie de toi est humaine. Tu n'es pas une machine. Tu n'as pas l'air d'être une mauvaise personne. Tu comprends ce que je dis? Dans la vie, les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. La vie est pleine de déceptions. Tu as une cigarette? D'accord. Tu veux une cigarette? Oui, s'il te plaît. l'enquêteur tend alors une cigarette à Lucas. Nous ne sommes pas ici pour savoir si tu as tué John Lynn. Nous n'avons pas à le savoir, c'est un fait prouvé. Ce n'est pas ça le problème. L'essentiel pour nous, c'est sa famille. Regarde la photo de John Lynn. Jette un coup d'œil. Sa famille a besoin d'une explication. Tiens sa photo. Je ne veux pas. Tu as eu ce que tu voulais, Lucas. Tout le monde te connaît maintenant. Ton nom est partout.
Mais il doit y avoir une raison à tout ça. Et il n'y a que toi qui peux expliquer. Luca, parle-moi. Tu ne me réponds pas parce que tu as peur? Tu es inquiet pour quelque chose? Quelle est ta plus grande peur actuellement? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis fatigué. D'accord, c'est compréhensible. Accorde-moi une minute, je reviens vite. L'enquêteur sort de la salle et laisse Lucas seul pendant quelques minutes. Pendant tout ce temps, il a répété plusieurs fois qu'il avait besoin d'aide, mais il ne criait pas et ne suppliait pas. Il disait cela d'une voix calme et fatiguée. Quelqu'un? Vous m'entendez? J'ai besoin d'aide. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? J'ai besoin d'aide. Lorsque Luca a eu accès à ses avocats, il a déclaré que pour tous les crimes qu'il avait commis, il n'avait pas agi seul. Il a été forcé de faire tout cela sur ordre d'un homme appelé Manny, et il a bien précisé qu'il avait très peur de cet homme. Pour récapituler, Manny était l'un des clients de Luca, qui s'appelait en réalité Emmanuel Lops. Manny est devenu obsédé par lui, le poursuivant et le menaçant s'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Et cela incluait des faveurs sexuelles, mais aussi des crimes. En ce qui concerne les crimes, cette fois, Lucas a donné plus d'explications. Il a dit que Manny vendait le contenu fabriqué sur le dark web et qu'il gagnait de l'argent avec ça. En ce qui concerne Junlin, il a dit que Manny dirigeait tout, qu'il était à l'extérieur dans le SUV, en train de regarder, d'enregistrer, de l'appeler pour lui donner des ordres sur ce qu'il devait faire et de le menacer s'il ne le faisait pas. Après que tout soit terminé, Manny a pris l'enregistrement et l'a diffusé. Manny aurait également ordonné à Lucas de jeter la victime à la poubelle et d'envoyer les colis au Parti canadien. Mais ce Manny était-il une personne réelle ou juste un autre personnage parmi tant d'histoires que Lucas a inventé tout au long de sa vie? Et c'est ici que nous revenons à toutes ces informations que je vous ai demandé de garder en mémoire. Lucas a toujours été passionné par les films, vraiment passionné, au point de finir par laisser des traces de certains d'entre eux dans sa vie. Par exemple, ses faux comptes sur les réseaux sociaux mettaient des likes sur très peu de choses, et la plupart de ces rares choses étaient des films. L'un d'eux était « Arrête-moi si tu peux », avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, où le personnage de Leonardo DiCaprio joue un homme qui court partout alors qu'il est recherché par le FBI. Un autre film était American Psycho, et la chanson d'ouverture de ce film, True Faith du groupe New Order, était la même chanson qui passait en fond dans la vidéo Un garçon et un pic à glace. Et le plus absurde, son film préféré qu'il déclarait à tous ceux qu'il connaissait était Basic Instinct avec Sharon Stone et Michael Douglas. Vous vous souvenez qu'il a contacté l'avocat Romeo Salta disant qu'il devait lui parler et que ça devait être précisément lui. Vous vous souvenez aussi que, en arrivant au bureau, la première chose que Lucas a dite a été « Waouh, vous ressemblez à Michael Douglas ». Calmez-vous, les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Le personnage de Sharon Stone s'appelle Catherine Tremel, alors que le nom qu'il a utilisé dans l'un des hôtels en France était Kirk Tremel. Dans la première scène de ce film, le personnage de Catherine est au lit avec son petit ami et elle lui ôte la vie. Et elle utilise quoi pour faire ça? Un pic à glace. Dans l'email envoyé au journaliste Alex West du journal The Sun à Londres, il y a une phrase qui dit « Vous voyez, tuer est différent de fumer, car fumer, on peut arrêter ». Et cette phrase, en fait, est une citation de la réplique de ce personnage dans le film Basic Instinct. Et enfin, dans cette intrigue, Catherine a un ex-petit ami violent appelé Manuel Vasquez, ou comme elle l'appelait, Manny. Tout porte à croire qu'il voulait donner vie à ce personnage. Il y a trop de faits similaires pour les voir comme de simples coïncidences.
Et c'est là qu'on arrive à son interrogatoire, où son comportement rappelle beaucoup la scène la plus emblématique de ce film. Quand on remarque que Luca demande un manteau, une cigarette, et la façon dont il repose ses jambes, c'est incroyablement similaire. La police n'a jamais trouvé aucune preuve de l'existence de quelqu'un appelé Manny, Emmanuel Lops, encore moins que Luca ait parlé à quelqu'un au téléphone la nuit du crime contre Junlin. Luca a été accusé de 5 crimes différents: meurtre au premier degré, usage abusif de cadavres, publication de matériel obscène, diffusion de matériel inapproprié et harcèlement criminel envers les membres du Parlement canadien. Luca a plaidé non coupable. La famille de Junlin a voyagé de Chine au Canada et a suivi de près tout le procès. Il n'y a eu qu'un seul jour où ils ne sont pas venus, c'était le jour où les images du garçon allaient en être montrées. Au cours des audiences, 6 psychanalystes l'ont examiné et tous sont arrivés essentiellement à la même conclusion. Luca souffrait d'un trouble de la personnalité borderline, certains de ses spécialistes affirmant également qu'il avait une schizophrénie paranoïde, tout comme son père. La défense de Luca a cherché à l'innocenter, invoquant des troubles mentaux. Cependant, après des mois de procès, arrivant alors en décembre 2014, le jury a estimé que le crime contre l'un avait été prémédité et par conséquent, Luca était coupable. Il a été condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans de peine. L'année suivante, en 2015, déjà en prison, Luca a rencontré Anthony Jolin, un détenu qui purgeait une peine à perpétuité pour avoir poignardé un autre prisonnier alors qu'il purgeait en tête une peine pour vol à main armée. Les deux ont commencé à sortir ensemble et, un an plus tard, en 2016, ils se sont mariés. Le désir de Luca pour la célébrité était pratiquement insatiable. C'était quelque chose qui grandissait à mesure qu'il recevait plus d'attention, mais au final, d'une manière sombre, il a obtenu ce qu'il voulait. Ce qu'il nous reste, c'est de déplorer les vies qu'il a prises, celles de Junlin et celles des animaux, et de ressentir un mélange de soulagement de savoir qu'il est derrière les barreaux et de peur en réalisant qu'il pourrait encore exister beaucoup d'autres Luca Magnotta dans le monde.